Merci Marie-Jo, merci à toutes les équipes du Sud, merci à vous toutes et tous d'être là. Et merci de continuer à bien vouloir de nous. Vous nous avez porté chance, puisqu'en effet, comme ça vient d'être dit, notre premier partenaire pour ce journal virtuel qui est en même temps dans le réel, eh bien, c'était les Suds à l'été 2008. Et d'ailleurs, il y a une résonance puisque le dernier moment de Mahmoud Darwish ici même s'est retrouvé sur Mediapart en vidéo grâce à Vincent Truffi. Et déjà, il y avait en plus le trio Joubran que vous allez retrouver. Et vraiment, c'est un moment... Voilà, pensez à cela. Et en plus, c'est aussi la ville de la maison d'édition qui publie en français, en langue française, Mahmoud Darwish, qui est un immense poète. Alors, je vais essayer de vous parler non pas du journalisme, non pas d'un métier, d'une profession, mais de qu'est-ce que nous avons en commun entre les professionnels qui font ce métier et ceux à qui nous nous adressons, le public. Et au fond, ce qui a été au cœur de l'histoire de Mediapart depuis 10 ans, qui a été pas simplement une aventure professionnelle, pas simplement l'envie de se faire plaisir en révélant des scoops ou en ayant des prises de position, mais plus essentiellement de défendre un droit fondamental. Et je voudrais vous expliquer ce soir pourquoi ce droit fondamental ne va pas tellement de soi pour beaucoup de ceux qui ont du pouvoir, qu'ils soient politiques et économiques, et pourquoi ce droit fondamental, nous devons veiller à le défendre, car il est menacé, et menacé parfois de reculs très insidieux. Et je voudrais donc le faire dans un chemin qui va trouver cette résonance d'un journal Mediapart dans ce festival des musiques du monde, qui est un journal sans papier ni frontières. C'est un journal, au fond, pour moi, dans un écho de poétique et politique, qui est en écho avec ceux qui, justement, frappent à notre porte et qui sont sans papier et qui traversent des frontières. Mediapart, dans sa brève existence, a publié sous ma signature, mais c'était lié à la réflexion collective, 2 manifestes. Un qui s'intitule « Dire non » et un qui s'intitule « Dire nous ». D'abord, dire non à toutes sortes d'injustices, toutes sortes d'inégalités, toutes sortes d'impostures, toutes sortes de mensonges. Au fond, c'est le premier acte de liberté, savoir dire non. Il y a des noms fondateurs, des noms qui ne réfléchissent pas, des noms d'instinct, des noms d'évidente solidarité. Et puis, en même temps, pour que ces noms ne soient pas des noms crispés, des noms du ressentiment, des noms de l'aigreur, savoir, et c'était ce 2e manifeste, savoir inventer un nous. Ce nous des causes communes de l'égalité, contre les haines, contre les peurs, contre tout ce qui essaye de nous mettre en guerre les uns contre les autres. Alors pourquoi est-ce que je pars de là? C'est pour vous inviter à franchir une frontière. Elle est dans le nord de notre pays, elle est avec la Belgique. Il y a en Belgique une ville qui est à l'est de la Belgique, qui n'est pas loin de la France, pas loin du Luxembourg, pas loin de l'Allemagne, pas loin des Pays-Bas, qui s'appelle Verviers, qui est une ville, comme beaucoup de ces villes du nord de notre pays, et qui a été très riche, qui a été une ville immensément dynamique à l'époque des précédentes révolutions industrielles. Verviers avait des laineries et Verviers dominait presque ce commerce. Et cette ville très riche est aujourd'hui une ville en difficulté, une ville qui a des problèmes sociaux, des problèmes de diversité dans la population, des problèmes de conflits, et y compris une ville qui a fait parler d'elle en Belgique autour d'un épisode lié au terrorisme. L'un des échevins de cette ville
sans nous demander l'autorisation, par simple solidarité, complicité intellectuelle, s'est emparé de ce deuxième manifeste, Dire-nous, de Mediapart. Et pour nous, qui sommes des gens de l'écrit, c'est une aventure assez particulière. On fait des mots. Et parfois, on se dit, est-ce que mes mots servent à quelque chose ? Est-ce que mes mots suffisent à alerter, à réveiller, même s'il y a des informations qui nous semblent décisives? Parfois, on ne sait pas le chemin qu'ils font, ces mots. Et là, en Belgique, à Verviers, donc, depuis 2 ans, il y a, et la dernière, j'étais là pour l'inaugurer, il y a des grandes fresques de couleurs, ce qu'on appelle des murales dans des pays d'Amérique latine, notamment au Mexique, où ça a été un art très important. Ce que, évidemment, le street art a continué aujourd'hui, ce que les graffeurs continuent. Et en fait, Dire-nous, ce texte de Mediapart a servi à la ville de Verviers pour mettre des mots sur ce qu'elle essaye de faire, vivre en commun, et des mots en couleur, des mots qui fassent justement rêver. Et donc, ces textes de Mediapart, que j'ai écrits pour Mediapart, dans un livre qui, dans les mêmes collections que les livres que vous avez là, eh bien, illumine cette ville dans ces fresques très imposantes. Il y en a une qui est aussi élevée que ce que j'ai devant moi. En allant inaugurer ces fresques, autour de ce thème des causes communes de l'égalité, je passe devant l'hôtel de ville de Verviers. Et devant l'hôtel de ville de Verviers, je trouve ce qui va nous occuper ce soir. Il n'y a pas liberté, égalité, fraternité, ça c'est notre devise française. Non, il y a une autre formule. Publicité, sauvegarde du peuple. Publicité, sauvegarde du peuple. Et personne autour de moi ne savait trop me dire d'où venait cette formule, mais moi je le savais en fait. Et nous l'avons oubliée, car c'est une formule qui vient de la Révolution française. C'est une formule qui a été emblématique de cette révolution qui fut aussi une révolution du journal, une révolution de l'exigence que ceux qui gouvernent ouvrent les livres de comptes, une révolution née de la transformation d'États généraux en Assemblée nationale pour pouvoir voter le budget, pour pouvoir contrôler ce qu'on fait avec les impôts, pour pouvoir avoir ce droit de savoir dont je vais vous parler. Cette formule, elle est de Jean-Sylvain Bailly, premier président du tiers-État et qui fut le premier maire de Paris. La formule complète, c'est « La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple ». Publicité, sauvegarde du peuple. C'est une formule étonnamment moderne. Ce n'est pas la publicité au sens marchand, c'est que ce qui concerne la vie politique, c'est-à-dire le bien commun, ce qui nous concerne tous, doit être public. La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. Cette idée qu'au fond, toute autocratie repose sur le secret à propos justement de ce que nous sommes en droit de connaître. Alors qu'au contraire, toute démocratie suppose que ce soit visible, que ce ne soit pas invisible, que ce soit visible. Alors, cette formule, Verviers l'a prise pourquoi ? Parce que la Belgique est devenue un État-nation en 1830. Et en 1830, il y a quoi ? Il y a les Trois Glorieuses de juillet 1830, qui font qu'il y a une colonne de juillet, place de la Bastille, à Paris. Et souvent, quand on y passe, on ne fait pas attention, on se dit c'est la Bastille, c'est 1789, il y avait la forteresse de la Bastille qui servait de prison. Non, non, c'est les journées de 1830, bien longtemps après. Et qu'est-ce que c'est que ces journées de 1830, les Trois Glorieuses ? Ces journées qui font que sous cette colonne, il y a les dépouilles de 500 ouvriers, artisans, hommes du peuple, de ce faubourg Saint-Antoine qui était le poumon populaire de Paris et de toutes ces révoltes au XIXe siècle. Eh bien, ils se sont révoltés pas pour des salaires, pas pour des conditions de travail, pas
sur des revendications économiques, matérielles. Non, ils se sont révoltés et 500 d'entre eux ont péri. Et leurs dépouilles sont sous la colonne de Juillet. Eh bien, ils se sont révoltés pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X qui limitaient déjà le peu de liberté qu'il y avait eu au début de la Restauration. En d'autres termes, nous avons au cœur de notre histoire sociale, au cœur de notre histoire politique, la bataille pour ce droit fondamental. Et pour en terminer avec le souvenir de Bailly qui est oublié, il y a au musée Marmottan à Paris, vous trouvez les écussons métalliques que portaient les huissiers de l'hôtel de ville au temps de la Révolution française en 1791-1792. Et vous voyez écrit « Responsabilité, publicité, sauvegarde du peuple ». Et c'est donc cette formule que Verviers brandit au fronton de son hôtel de ville. Qu'est-ce que je veux vous dire en partant de ce vieux souvenir? Et je le dis aujourd'hui même où nous avons eu notre monarque élu, nous sommes une monarchie élective qui a convoqué l'ensemble des parlementaires pour l'entendre. La démocratie, ce n'est pas l'élection. Non. Et même la démocratie, par le droit de vote, ça peut être voter pour son pire ennemi, pour son pire malheur. Car si je ne suis pas informé, si je ne sais pas ce qui est fait en mon nom, si je ne peux pas confronter leurs paroles à leurs actes, si je ne sais pas les secrets illégitimes qu'ils cachent, si je ne sais pas ce qu'ils font de l'argent public, si je ne connais pas leurs conflits d'intérêts et ainsi de suite, eh bien je peux voter en étant aveugle. Et donc, je le redis, voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur. Nous avons perdu cette vieille alerte qui était au cœur de la vitalité des conquêtes démocratiques. Même chez un conservateur comme Tocqueville, dans son livre « De la démocratie en Amérique », on trouve cette évocation que rappelait toujours Pierre Mendès France, qui fut un très grand républicain opposé au pouvoir personnel instauré par la Ve République, qui est cette idée que la démocratie, ça peut être une tyrannie douce, si ce n'est que le droit de vote. Tocqueville expliquait, au fond, on peut faire sortir le peuple de sa servitude tous les 7 ans, disait-il. Nous avons eu les septennats, aujourd'hui c'est les quinquennats. Et il choisit son maître en votant, et puis il retourne dans sa servitude. Car on lui dit, pendant 5 ans, aujourd'hui, pendant 7 ans, hier, qu'il n'a plus son mot à dire. J'ai été élu, j'ai tout le pouvoir, et mon élection suffit à légitimer tous mes actes. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ce pouvoir d'un seul par la volonté de tous. Non, c'est un écosystème. C'est un écosystème complexe qui suppose des pouvoirs, des contre-pouvoirs, qui suppose un jeu de droits fondamentaux. Le droit de se réunir, le droit de s'assembler, le droit de manifester, le droit de critiquer, le droit de s'exprimer, le droit d'être informé, le droit de dire son opinion, la liberté de dire, le droit de savoir, la liberté de l'information. C'est ça une démocratie vivante. Et pourquoi est-ce cela une démocratie vivante? Parce que la démocratie, ce n'est pas simplement choisir des représentants. Et il peut y avoir 36 mécanismes pour les choisir. Il y en a eu dans d'autres systèmes, par exemple le tirage au sort. Non, la démocratie, c'est d'abord ce qu'on a mis au tout début de la Déclaration des droits de l'homme, la première, la française, et depuis dans la Déclaration universelle. Nous naissons tous libres et égaux en dignité et en droit. Cette question de l'égalité, ce moteur incessant de l'égalité, ce droit d'avoir des droits, d'en conquérir, d'en inventer, d'en défendre. Et ce sera un droit infini, car il y aura toujours de nouveaux droits. Au temps de la Révolution française, parlait-on des droits des femmes? Non, on a même attendu 1945 pour qu'elles aient le droit de vote. Parlait-on des droits des enfants? Non, ils pouvaient aller ensuite dans les fabriques et travailler et être exploités. Et ainsi de suite.
Parlait-on des droits des ouvriers? Il a fallu qu'ils s'organisent entre ouvriers, qu'ils créent leur propre parti, qu'ils demandent leurs assemblées pour conquérir ces droits. Le moteur de l'égalité, c'est cette idée que sans distinction de conditions, sans distinction d'origine, sans distinction de croyance, sans distinction de sexe, sans distinction d'apparence, sans distinction de genre, j'ai le droit d'avoir des droits. Alors, pour exercer ce droit, pour qu'il ne soit pas confisqué, ce droit de savoir est un droit plus fondamental que le droit de vote. Car autrement, mon droit va être pris par ceux qui savent. Ils ont fait des études, ce sont des sachants, ils ont accès à l'information, ils ont accès au savoir, donc ils vont considérer qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il y a des oligarchies de l'expertise, il y a des oligarchies du savoir, de la connaissance, il y a des oligarchies des avant-gardes aussi. Et donc, faire vivre une démocratie, c'est d'abord faire vivre ce droit à l'accès à l'information, à la connaissance sur le présent, lequel est encombré de passé. C'est comme ça qu'on peut faire en sorte que la démocratie ne soit pas confisquée. Le droit de savoir ce qui est fait en notre nom, la liberté de dire ce que nous en pensons. Car la liberté, comme le rappelait George Orwell dans la préface longtemps inédite à La ferme des animaux, c'est d'abord la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Tout comme le droit de savoir, c'est le droit de révéler ce que nous n'avons pas forcément envie de savoir, ce qui va bousculer nos préjugés, nos croyances, nos convictions. Nous sommes au cœur d'une question essentielle et qui est plus essentielle que jamais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la fin de notre optimisme sur la révolution numérique. La révolution digitale numérique est un événement formidable qui nous permet de communiquer sans frontières. Mediapart en est issu et sa réussite est liée à cette révolution industrielle technologique. Mais en même temps, nous voyons bien que ce que nous défendons à Mediapart a aujourd'hui des adversaires au cœur de cette révolution numérique. Ce droit que vous avez tous conquis de dire vos opinions, y compris anonymement, ce droit d'exprimer son opinion directement sur les réseaux sociaux, sur son blog, sur des plateformes de vidéos, de partager nos causes, nos convictions, voire nos préjugés. Et là, nous avons un problème qui est, dans cet écosystème démocratique, de faire vivre cette tension entre liberté de dire et droit de savoir. La philosophe qui nous a alertés là-dessus très tôt, c'était en 1967, est la même qui a réfléchi dans un livre fondateur, Les origines du totalitarisme, à la catastrophe européenne, Hannah Arendt. Dans un texte qui est pour moi le meilleur texte de réflexion philosophique sur le métier que je défends et que je pratique, qui s'appelle « Vérité et politique », « Truths and Politics », paru dans le New Yorker, elle expliquait qu'il y a deux types de vérités. Il y en a qui ne seront jamais menacées, qu'elle appelait, dans un terme qui est un faux ami, qui est issu d'un autre philosophe, Leibniz, les vérités de raison. C'est un faux ami parce que certaines de ces vérités peuvent être très déraisonnables. Ce sont les vérités de conviction. Il y en a des pertinentes, mais il peut y en avoir de très folles. Ce sont ces vérités qui nous appartiennent, que nous défendons tous. Et là, Hannah Arendt dit, celle-là, le cerveau humain en produira toujours des milliers. Il n'y a pas de crainte. En revanche, le risque est grand que les autres vérités soient étouffées par ces vérités-là. Et ces autres vérités sont beaucoup plus fragiles. C'est ce qu'elle appelait « truth of facts », les vérités de fait. Ces vérités recoupées, sourcées, documentées, précisées, contextualisées, qui sont des informations, des savoirs, des connaissances sur le présent et sur le passé. Elle disait, et nous le voyons quand nous regardons certaines attaques
par le président Trump ou certaines violences concrètes par le président Erdogan. Je parle des États-Unis, je parle de la Turquie. Nous voyons bien comment, disait-elle, les producteurs de vérité de fait sont souvent vus comme bien plus dangereux que les opposants politiques. C'est d'abord à eux qu'on s'en prend. C'est d'abord ce droit de savoir, cette liberté de l'information ou cette liberté de dire, les intellectuels, les universitaires, que l'on va mettre en cause, voire emprisonner et réprimer. Pourquoi est-ce d'autant plus vrai aujourd'hui, cette question? S'il n'y a dans ce monde de la circulation sans frontières des opinions, s'il n'y a plus que des opinions, mon opinion contre la tienne, ma conviction contre ta conviction, mais très vite du coup mon préjugé, ce à quoi je tiens très fort contre le tien, mais très rapidement mon identité, ma culture, ma communauté, eh bien le risque, pour continuer dans le sillage d'Hannah Arendt, c'est que ce soit un monde de la guerre de tous contre tous. Et c'est là qu'elle nous expliquait la complexité dont nous sommes les gardiens d'une vitalité démocratique réelle. Il n'y a pas de débat d'opinion véritable si nous ne réussissons pas à mettre au cœur de ces vérités d'opinion les vérités de fait. Si le débat d'opinion ne se fait pas sur ces vérités de fait, à partir de ces vérités de fait, autour de ces vérités de fait. Et si nous ne réussissons pas à défendre cela, nous allons tous être, y compris à notre insu, prisonniers des propagandes, prisonniers des idéologies, prisonniers des mensonges. La question de l'intégrité, de la loyauté, de la liberté, de l'indépendance, du pluralisme de l'information n'est pas une question annexe, n'est pas une question seconde qui ne concernerait que quelques professionnels de l'information, c'est la vôtre. S'il n'y a pas cela, surtout dans notre monde troublé, dans notre monde incertain, il y a le risque que nous allions dans une marche à l'aveugle vers des abîmes. Nous le sentons bien, il y a dans cette période de transition incertaine, complexe, difficile, où nous savons tous qu'il y a des réponses à inventer collectivement, eh bien, il y a la tendance au service d'intérêts minoritaires, d'intérêts qui savent combien leurs privilèges mettent en danger le bien commun. Eh bien, il y a la tendance à défendre des pouvoirs de plus en plus autoritaires, de plus en plus verticaux, et pour les défendre, à diffuser des idéologies qui mettent de côté les questions démocratiques et sociales. Et le piège, dans ces cas-là, toujours, c'est évidemment les idéologies identitaires. C'est le fait de se crisper sur soi-même, d'avoir peur pour soi-même, et donc de penser en bloc, de façon essentialisée, à ce que nous sommes, au lieu de penser justement à notre diversité, à notre pluralité, à la conquête de nos droits, à la défense de nos droits. Et vous voyez bien que pour réussir cela, et nous l'avons vécu ces dernières années, la tendance, c'est de désarmer la société. C'est de considérer que le droit de manifestation est un droit dangereux par temps sécuritaire, que le droit de réunion peut être mis en cause par des questions d'autorisation préalable, et y compris de s'accommoder d'une régression de l'écosystème de l'information, de médias sans indépendance économique, de médias sans pluralité éditoriale, de médias qui ne sont pas respectés par ceux qui nous gouvernent ou ceux qui ont du pouvoir économique, qui considèrent qu'ils n'ont pas de réponse à donner, qu'ils n'ont pas de compte à donner, qu'ils n'ont pas le droit d'être interpellés. Et donc, je voudrais juste vous convaincre qu'il faut défendre cette liberté et que cette liberté est fragile. Ce fut une très longue marche pour l'obtenir. Ce fut une très longue marche pour faire comprendre combien cette liberté qui dérange est nécessaire. Vous savez comment la Cour européenne des droits de l'homme a baptisé les journalistes? Des watchdogs. Le mot anglais est sympathique puisqu'on entend bien le verbe « regarder ».
voir, aller voir. La traduction française est moins sympathique. Chien de garde. Les chiens de garde de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui, un chien de garde, il n'est pas forcément sympathique. Il peut avoir de la bave à la gueule, il peut montrer ses crocs, il peut aboyer à pas d'heure, il peut déranger. Mais au fond, ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que ce dérangement est plus essentiel et plus vital que le silence qui pourrait lui succéder, qui serait l'absence de ce réveil démocratique, de l'information qui dérange, de la parole qui dérange, de l'information qui va nous faire voir ce que nous ne voulions pas voir, nous faire comprendre que nos gouvernants n'agissent pas là où il faudrait agir. Alors quand je dis que c'est une longue marche, je suis parti de la Révolution française. Révolution du journal, bouillonnement, les feuilles qui s'appelaient les nouvelles à la main, c'était comme nos blogs d'aujourd'hui, un nombre de journaux foisonnants, et y compris encore pendant la période de la Terreur, qui était un régime dictatorial d'assemblée. D'ailleurs, Robespierre et le Comité de salut public seront renversés par cette assemblée. Mais dès Thermidor, cette liberté va régresser, et son pire ennemi s'appelle Napoléon Ier, qui va la supprimer carrément, écrivant lui-même dans les journaux, remplaçant finalement la diversité des journaux par un seul journal. Et ensuite, tout le XIXe siècle sera une bataille pour gagner cette liberté. J'ai parlé des Trois Glorieuses de 1830, qu'on a appelé la révolution des journalistes. Mais 1848, une fois les premiers espoirs, dès qu'il y a eu la répression de juin 1848 contre le monde ouvrier, eh bien, Victor Hugo devait plaider très fort dans cette Deuxième République pour arriver à défendre cette liberté qui n'allait pas de soi pour des républicains conservateurs. Républicains qui voulaient défendre d'abord des intérêts économiques, des intérêts de domination et de pouvoir. Et pour eux, le désordre, c'était cette liberté-là. Et donc, qu'est-ce que c'était ce régime au XIXe siècle? Le cautionnement préalable. Il fallait déposer de l'argent avant de pouvoir faire un journal. Et puis, l'autorisation préalable, être autorisé de faire un journal. Et puis après, toutes les techniques de censure, d'autocensure, de contrôle, et ensuite de censure plus brutale, avec toutes sortes de degrés que le Second Empire manipulera à souhait. Il a fallu attendre 1881 pour que cette liberté soit dans notre pays, près d'un siècle après la Révolution française, par cette loi contemporaine des grandes lois scolaires, des grandes lois sur l'école gratuite et obligatoire. Savoir lire, écrire, compter, être alphabétisé, pouvoir apprendre, pouvoir savoir dans l'égalité, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre apparence, notre appartenance, quel que soit notre lieu de naissance. Et donc, en même temps qu'il y a ces grandes lois scolaires, il y a cette loi fondamentale, la loi de juillet 1881, que vous voyez parfois sur les murs, car elle régente aussi l'affichage. Son article 1er dit « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Il fallait avoir la confiance dans cet idéal démocratique. Pas de sauf, pas de restriction. On a le droit absolu d'imprimer ce qu'on veut et de diffuser ce qu'on veut. Le seul arbitre, c'est le juge. Pas de réserve, pas de restriction. Et cette Troisième République qui a osé faire ça, elle a connu, et on en parlait ce midi en rappelant Aigues-Mortes et en rappelant le pogrom anti-italien, elle a connu à l'époque une presse raciste, la libre parole, la France aux Français, Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, car il haïssait tous les étrangers et du coup, évidemment, l'étranger en nous, la construction de l'étranger en nous, par le racisme, par l'antisémitisme. Et donc, cette Troisième République n'était pas dans la frilosité par rapport à ce qui se dit, ce qui s'écrit. Elle a parié sur la liberté. Car face à cela, il y a eu l'Aurore de Clémenceau, il y a eu le J'accuse de Zola, il y a eu la campagne des Dreyfusards, il y a eu la mobilisation de la société qui a fait reculer les ligues, qui a fait reculer
ce risque avec le boulangisme de basculer dans un populisme xénophobe. Parier sur la liberté, parier sur la société, parier sur la mobilisation de la société. Voyez la différence avec notre époque. Dieu sait s'il y avait des menaces, des dangers à l'époque aussi. Il y avait du terrorisme, les anarchistes, on en a encore parlé également ce midi à l'apéro découverte, tuaient un président de la République, mettaient une bombe dans l'Assemblée nationale, mettaient y compris des bombes dans des lieux publics, comme les attentats des terrasses de la terrible année 2015. Et pourtant, ces républicains-là ont parié sur la liberté. Ils ont fait une sortie de route à un moment, les fameuses lois scélérates, qui criminalisaient les pensées anarchistes. Mais la justice, le droit, a refusé de les suivre. C'est le fameux procès des 30 où les intellectuels de l'anarchie ont été acquittés. Et surtout, ça a été une prise de conscience. Ceux qui, face aux attentats, avaient accepté cette sortie du droit commun se sont ressaisis. Et ils l'ont écrit anonymement, un juriste, un texte fait à côté d'un article du premier président et fondateur de la Ligue des droits de l'homme, Francis de Pressensé, sur ces lois scélérates, appelées lois scélérates, celles qu'on a convoquées dans nos débats récents autour d'état d'urgence, autour des entorses faites au droit commun au nom des questions de sécurité. Ce juriste, anonyme par devoir de réserve, car il était jeune conseiller d'État, n'était autre que Léon Blum, la grande figure du socialisme français. Et donc, je rappelle cette audace d'une république conquérante. Il y a beaucoup de gens qui ont le mot république à la bouche. Mais la république, c'est le mouvement. La république, c'est des adjectifs. Elle est démocratique et sociale. On peut crier comme un cabri « République, République » et ne pas bouger d'un centimètre. Et dans ce cas-là, être tout simplement un conservateur qui trahit ce qu'est l'idéal républicain, qui est cette dynamique démocratique, cette dynamique de l'égalité, cette dynamique de la conquête des droits, qui passe par ce droit à être informé et à en débattre ensemble. Ce droit à l'excès, ce droit à la polémique, ce droit à la critique. Alors, je vous dis tout cela parce que, évidemment, je parraine un journaliste d'investigation turc, Tukan Ögreten. Nous sommes solidaires de beaucoup de situations autrement dangereuses que celles que nous vivons ici. Mais prenons garde à la façon dont nous nous habituons à des reculs de cette liberté. Je vais vous en donner 3 exemples. Le premier concerne justement le terrorisme, et pourtant c'est avant les attentats de 2015. Et pourtant c'est en 2014. Et pourtant c'est Christiane Taubira qui est garde des Sceaux. Mais là, au prétexte du terrorisme et d'une surenchère sécuritaire, on a sorti un délit de la protection de la loi de 1881. La loi de 1881 protège le fait que nous ayons le droit de nous exprimer et d'en rendre compte dans un contexte. Elle protège surtout le droit d'informer. Donc je peux dire un jour quelque chose qui est polémique, j'explique le contexte dans lequel ça a été dit, et je peux être relaxé au bénéfice de ce contexte. Pour nous, journalistes, la procédure née de cette loi de 1881 est un code de la route essentiel qui renvoie à nos bonnes pratiques. Mediapart, nous en sommes à 160 procédures judiciaires depuis que nous existons. Nous en avons perdu, et pour des erreurs qui justifiaient que nous ayons été condamnés, des erreurs minimes et sur des condamnations minimes, que 5 en 10 ans. Quel est ce code de la route que nous évoquons? Quand nous sortons une affaire, quand nous révélons des faits, beaucoup de personnes s'estiment légitimement diffamées, et d'autant plus si le dossier judiciaire qui est à l'instruction n'est pas terminé. Donc elles n'ont pas été condamnées. Et donc, elles estiment que dans le débat public, avoir dit qu'ils sont soupçonnés de ceci, avoir révélé, comme nous le faisons souvent avant la justice elle-même, des faits les concernant, que nous les diffamons. Et elles nous en demandent compte, et elles en ont tout à fait le droit devant la justice.
Comment, en tant que directeur de publication, car je suis le premier responsable de ce qui se publie dans Mediapart, je suis le premier responsable légal de ce qui se publie, car au fond, il y a un directeur de publication et c'est lui qui dit oui ou non, on publie. Et donc c'est lui qui rend compte de ce oui ou non, de ce feu vert qu'il a donné. Nous venons devant le tribunal avec une offre de preuve, la vérité dont parlait Hannah Arendt, la vérité des faits. Et nous essayons, mais nous n'y arrivons pas le plus souvent, même pour l'instant jamais pour Mediapart, car c'est très rare d'être relaxé au bénéfice de la vérité des faits. Tout simplement parce que s'il y a une instruction judiciaire, un tribunal ne va pas dire que Mediapart dit vrai alors qu'un juge d'instruction n'a pas terminé son enquête et que la vérité judiciaire n'a pas été établie. Donc, le plus souvent, nous sommes relaxés au nom de ce qu'on appelle la bonne foi. Et c'est une très très belle formule qui renvoie, y compris à ce que vous devez exiger des journalistes et qui concerne, y compris aujourd'hui, des blogueurs quand ils tiennent un blog et qu'ils sont poursuivis par quelqu'un à propos duquel ils ont écrit des choses qui ont amené à un procès. La bonne foi suppose 5 critères. Le premier critère, c'est le sérieux de l'enquête. Non, je n'ai pas écrit ça n'importe comment. J'ai travaillé, j'ai des documents, j'ai passé des coups de fil, j'ai des traces de tout ce que j'ai fait, j'ai des témoins aussi. Le deuxième critère, c'est la légitimité du but poursuivi. Ce que j'ai révélé renvoie à la formule de Bailly tout à l'heure. Cela concerne bien la vie publique, c'est bien d'intérêt public. Et je le défends contre d'autres droits parfois. Je vais vous donner un exemple. L'affaire Bettencourt a été empoisonnée par une très longue procédure sur l'atteinte à la vie privée. Le majordome avait enregistré les conversations de Madame Bettencourt avec les gens qui voulaient profiter de sa richesse. Il l'avait fait pour protéger sa patronne, qui était en abus de faiblesse. Aujourd'hui, c'est établi judiciairement et le majordome a été relaxé. État de nécessité. Il a commis un délit au nom d'un intérêt supérieur. Vous entendez derrière la porte d'un domicile privé régulièrement des violences, des coups, des cris, et un jour vous enfoncez la porte pour sauver la personne qui est peut-être battue, qui est peut-être violée, qui est victime d'abus. Vous violez un domicile, mais au nom d'un droit supérieur, et vous en rendez compte comme cela. La démocratie, c'est ce conflit de droits. Dans le cas de l'affaire Bettencourt, nous avons, nous aussi, été relaxés. Nous avons été relaxés de ce recel de violation de l'intimité de la vie privée qu'on nous reprochait. Non, nous n'avons rien révélé de privé, d'intime. Nous avons révélé des faits d'intérêt public, d'évasion fiscale, de manœuvres au sein de l'actionnariat d'un grand groupe, d'abus d'une personne en état de faiblesse, de pression via le pouvoir politique sur l'institution judiciaire. Nous avons rendu compte de ce fait-là, la légitimité du but poursuivi. Mais je souligne déjà, en vous rappelant l'affaire Bettencourt, comment déjà on peut faire des procédures judiciaires pour nous sortir de ce droit de la presse. C'est-à-dire que c'était une procédure sur la vie privée et pas sur le droit de la presse. C'était une procédure qui nous traitait comme des complices d'un délit et non pas comme des journalistes. Donc, légitimité du but poursuivi. Oui, mes informations sont légitimes. Deuxièmement, sérieux de l'enquête. Troisièmement, respect du contradictoire. Je ne me suis pas contenté de publier mes informations, j'ai demandé à la personne qui est concernée ou à ses avocats ou à ses proches de réagir. Quatrièmement, modération dans l'expression. Je n'ai pas crié « Monsieur untel est une crapule qui doit être pendue haut et court ». Je suis resté froid dans mon expression. Et cinquièmement, absence d'animosité personnelle. Je ne suis pas en train de régler un compte avec quelqu'un avec lequel j'aurais moi-même, l'auteur de l'article ou le journal, un compte personnel. Alors, je vous dis ça parce que voilà ce code de la route et voilà qui protège aussi le droit d'exprimer des opinions et d'en rendre compte dans un contexte. Et voilà comment, aujourd'hui,
au-delà même de procédures indues, la procédure sur l'affaire Bettencourt pour violation de l'intimité de la vie privée, la procédure de M. Sarkozy dans notre affaire libyenne pour faux et usage de faux. Il ne nous poursuit pas sur nos articles. Il ne nous poursuit pas dans le cadre des révélations que nous avons faites, parce qu'il sait que nous viendrions avec notre offre de preuves. Il sait que ce serait le procès public de cette affaire. Et donc, il est sorti du code de la route démocratique qui garantit ce droit fondamental à l'information. Et donc, il nous poursuit, et il nous a poursuivis en vain pour faux et usage de faux, la justice ayant conclu que, ce qui est une façon de dire que notre document, évidemment, était vrai sur le financement, l'engagement de financement libyen de sa campagne de 2007 à hauteur de 50 millions d'euros, que rien, même les techniques les plus sophistiquées qui ont été utilisées pendant 4 ans par les enquêteurs, et ni aucun témoignage ne permet de dire que ce document est un faux ou qu'il a été falsifié. Alors, je vais vous donner 3 exemples dans la loi, dans comment actuellement nous nous habituons à ce que, encore une fois, ce droit fondamental qui n'est pas le nôtre, qui est le vôtre, le fait que l'opinion qui dérange, que la nouvelle qui dérange puisse nous parvenir, est remise en cause. Le premier, c'est celui que j'évoquais en parlant de 2014, avant les attentats de 2015. Donc, dans ce contexte sécuritaire, il a été dit qu'une opinion jugée en relation avec le terrorisme ne peut plus être protégée par la loi de 1880, qu'elle devient un délit de droit commun. La conséquence, et cela a été documenté, c'est que des gens un peu avinés, qui, dans un bar, disaient des bêtises, des énormités, des gens un peu se croyant à l'abri de leur pathologie du virtuel, en voyant un tweet disant de la même manière des choses inadmissibles, genre Charlie, c'est bien fait pour eux, genre un propos revendiquant au nom de l'islam une terreur. Eh bien, ces gens-là ont été condamnés parfois à des peines de prison, pas seulement avec sursis, à des peines de prison. Même si rien ne permet d'établir que ces gens étaient en lien avec le terrorisme, qu'ils auraient un lien opérationnel, un lien familial, simplement une bêtise. La liberté, c'est aussi le droit de dire des bêtises. D'en rendre compte, bien sûr, dans une loi concrète, qui est la loi de 1880, qui peut dire, bah oui, là j'ai déconné, j'étais dans tel contexte et tout. Non, là maintenant, si c'est jugé en relation avec le terrorisme, c'est un délit de droit commun passible de prison ferme, pour une opinion. Vous voyez on met le doigt dans quel engrenage? Demain, après-demain, un pouvoir autoritaire, un pouvoir ayant une idéologie comme, par exemple, une partie du pouvoir, enfin, l'ensemble du pouvoir italien d'aujourd'hui, à cet instrument-là, eh bien, il va considérer que, y compris certains types d'analyses un peu plus sophistiqués, certains types de propos et de défense d'opinion qui refusent la stigmatisation des musulmans, qui peuvent être criminalisés. C'est la voie à dire il y a des opinions qui n'ont pas droit de citer. Alors c'est l'exemple, le premier, et qui finalement est le moins visible, puisque les personnes concernées sont des personnes de peu, sont des personnes que ça n'a pas fait grand bruit. Et maintenant, il y a plus sérieux qui est en train d'arriver. Une loi a été votée, vous l'avez vu, c'est la loi sur le secret des affaires. Elle dit désormais que les tribunaux de commerce pourront être saisis par des entreprises qui considèrent qu'on a révélé le secret de leurs affaires.
Là où nous, par exemple, nous révélons leurs affaires secrètes. Par exemple, l'évasion fiscale, que nous appelons, nous, évasion fiscale et pas optimisation fiscale, car c'est une richesse détournée des nations. L'évadeur fiscal, c'est quelqu'un qui casse des lits d'hôpital, qui brûle des gilets pare-balles dans un commissariat ou qui déchire des cahiers d'école. Car l'impôt, ça sert à ce qu'il y ait des écoles, des commissariats et des hôpitaux. Et donc, cette loi va permettre que ces entreprises puissent dire « Vous avez révélé nos secrets et je vais, entendez bien, devant un tribunal de commerce, pas devant un tribunal pénal. » Nous sommes en région PACA. Je crois qu'il y a le propriétaire d'un journal qui a montré encore récemment comment les tribunaux de commerce peuvent être assez malléables et aller à l'encontre de la justice normale. Je parle de Bernard Tapie, bien sûr, qui s'appuie en permanence sur cette justice assez particulière, très liée au monde des affaires, pour ne pas avoir à rembourser les 400 millions, les plus de 400 millions qu'il doit au peuple français dans le cadre de l'arbitrage frauduleux de son conflit avec le Crédit Lyonnais. Et donc, la loi qui est votée là fait que ce secret des affaires, qui est défini par cette loi de manière tautologique, est secret ce que l'entreprise considère comme secret. Est secret ce qu'elle a décidé que c'est secret. Va peut-être amener demain Mediapart, faisant des révélations sur telle ou telle entreprise, à se retrouver traîné devant un tribunal de commerce. Nous dirons, et nous essaierons de faire gagner la jurisprudence, nous dirons ce tribunal est incompétent. Nous sommes dans le cadre de la loi de 1880. Mais ce sera de l'argent, ce sera de la procédure, et puis ce sera parfois peut-être des accidents, comme nous en avons eu pendant la longue procédure sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée de l'affaire Bettencourt. Nous avons demandé une seule chose au pouvoir actuel. On avait dit, si vous pensez que cette loi sur le secret des affaires est faite pour l'espionnage industriel, pour qu'une puissance économique, par exemple la Chine, ne puisse pas s'emparer de nos secrets économiques, eh bien, il vous suffit de mettre dans la loi que cette loi ne concerne pas le journalisme, ne concerne pas la presse, qui relève de la loi de 1880. Refus. Bizarre. Pourquoi? Vous voyez bien que c'est potentiellement pour empêcher que nous fassions ce travail qui a fait notre réputation. Le parlementaire En Marche, rapporteur de cette loi, a dit « on a trouvé un équilibre entre le droit à l'information et le secret des affaires ». Mais il n'y a pas d'équilibre. Le secret des affaires est un secret privé, d'intérêt privé. Ce n'est pas un droit fondamental des citoyens. Le droit de savoir, le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Ce n'est pas un équilibre, il y a un droit supérieur là. Et nous savons bien que des entreprises peuvent nous cacher des choses, que des laboratoires pharmaceutiques peuvent nous cacher des choses sur des médicaments, que des entreprises peuvent nous cacher des pollutions qu'elles créent, que des entreprises peuvent nous cacher leurs pratiques d'évasion fiscale, qu'elles peuvent nous cacher des pratiques de harcèlement moral au sein et de souffrance au travail. Donc il y a plein de choses qui sont d'intérêt public dans la vie d'une entreprise et qui ne peuvent pas être protégées par un indu secret des affaires. Et puis, troisième exemple, elle est en cours de discussion, elle est déjà votée une première fois, c'est cette loi sur les fausses informations, voulue absolument par le président de la République, au prétexte de ce qui s'est passé aux États-Unis, des moteurs de recherche, de la propagation de fausses nouvelles pendant la campagne présidentielle américaine. Le premier propagateur n'est pas un réseau social. Le premier propagateur n'est pas un robot. Il est le président des États-Unis d'Amérique. Le premier producteur de fake news aujourd'hui s'appelle M. Donald Trump. Alors, là, pareil, on fait une loi sur les fausses informations en période électorale. Et on dit qu'un juge de référé, c'est-à-dire en 48 heures, pourra dire qu'une information est manifestement fausse. En 48 heures, en référé, une information. Je vais vous donner un exemple tout simple.
C'est entre les deux tours de la campagne présidentielle de 2012 que Mediapart a publié son fameux document libyen, que M. Sarkozy a poursuivi comme faux et usage de faux. Ce document est vrai. Aujourd'hui, il est au cœur d'une information judiciaire. M. Sarkozy est triplement mis en examen dans ce dossier. Il y a des témoignages, il y a tout un puzzle, il n'y a pas que ce document. Il y a toutes sortes d'éléments, y compris de traçabilité et de modalités de paiement. Nous sommes en 2012, il y a cette loi. Évidemment qu'elle aurait servi d'instrument en référé fausse information. Mediapart était seul à ce moment-là. Le reste des grands médias n'ont pas cru à notre information. Nous avons dû nous battre jusqu'à l'année dernière où, enfin, le système médiatique a basculé, enfin, il y a eu des grandes émissions de télévision, et enfin, tout le monde considère qu'il y a en effet une affaire libyenne, une affaire grave de corruption d'une démocratie par une dictature. Eh bien, il y aurait cette loi, nous aurions eu un référé en 48 heures. Et nous aurions eu nos documents, nos éléments, nous aurions plaidé, évidemment, à nouveau la loi de 1881. Mais ces trois exemples, ils sont faits pour contourner cette loi commune. Ils ont fait pour sortir de la route, pour faire des exceptions. C'est-à-dire que vous avez un socle démocratique fait en même temps que les lois scolaires, je le répète, que l'on contourne et que l'on abîme, que l'on ébrèche. L'état de droit, contrairement à ce que nous entendons toutes ces dernières années, où l'on a y compris mis l'état d'urgence dans le droit commun, ce n'est pas le droit de l'État. Non. L'état de droit, ce n'est pas le droit qu'a voté l'État pour se protéger. Non. L'état de droit, c'est le droit de pouvoir critiquer l'État. L'état de droit, c'est le fait qu'il y ait le droit de pouvoir protester, de pouvoir contester, de pouvoir donner droit à la nouvelle qui dérange, à la critique qui réveille. Je vous dis tout ça parce que, et c'est là-dessus que je voudrais terminer en venant à nos sans frontières, mon sentiment un peu grave, toujours ici, c'est que nous nous habituons. Nous sommes un peu dans une sorte de confort où nous ne trouvons pas important de défendre ces droits. Nous avons nos problèmes personnels, collectifs, sociaux, économiques, mais nous délaissons ces grands enjeux démocratiques. Nous nous habituons à beaucoup de choses. Nous nous habituons à ce qu'un jeune, dans un contrôle de police, il soit pour certains politiciens normal qu'il perde la vie. Nous nous habituons en effet à des formes d'état d'exception. Nous nous habituons à des manifestations de plus en plus encadrées par des pratiques répressives. Nous nous habituons à un pouvoir présidentiel qui convoque comme si c'était ses sujets, les parlementaires, et qui vient même d'annoncer aujourd'hui que désormais il va changer la Constitution pour pouvoir leur répondre et avoir leur dernier mot. Nous nous habituons en clair à une vision très pauvre de notre idéal démocratique. Et peut-être que nous nous y habituons parce que nous nous habituons à encore pire et à plus essentiel. Nous nous habituons à ce qu'en Europe, aujourd'hui, on dise qu'il est normal de faire des centres fermés, privant de liberté des gens qui ne font qu'exercer qu'un droit fondamental. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, tout comme elle a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un hasard malheureux de la naissance. Nous ne sommes pas assignés à résidence. Nous sommes heureux ici, à Arles, avec ce que nous allons vivre pendant toute cette semaine. Mais d'autres, et notamment la jeunesse du monde, naît dans des pays où il y a des dénis démocratiques durables, des injustices sociales profondes, des dérèglements climatiques qui ne vont faire que s'accélérer, des désastres écologiques, des guerres qui ne nous sont pas indifférentes, dont nous sommes évidemment partie prenante,
partie prenante par notre action ou par notre inaction, partie prenante par nos ventes d'armes, partie prenante par nos soutiens à certains régimes corrompus ou autoritaires. Et ils exercent ce droit fondamental, ce droit qui nous a fait nous-mêmes nous projeter sur le monde, goûter le monde, avoir les saveurs du monde, avoir les richesses du monde, accumuler nos richesses à partir du monde. Eh bien, ils exercent aujourd'hui dans notre monde interdépendant ce droit de bouger, ce droit de se déplacer. Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, avait cette formule formidable: il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Alors, je termine en effet par les migrants, parce que nous avons besoin, là encore, de savoir, d'informations. Nous avons besoin de dire, comme le savent tous les activistes de SOS Méditerranée, de Migre Europe, de la CIMAD, du Secours catholique, d'Emmaüs et de tous ceux qui sont au rendez-vous de ces solidarités, que ce n'est pas vrai que nous sommes face à une marée humaine qui nous envahirait. L'Europe aujourd'hui n'est pas du tout la première destination des migrants dans le monde. Elle est simplement devenue, par notre politique, la plus dangereuse, celle où en Méditerranée on meurt. Un cimetière marin, celle où l'on risque sa vie pour exercer ce droit de vivre dignement et librement, et de choisir l'endroit où l'on veut vivre. Notre crise n'est pas une crise des migrants, c'est une crise de l'accueil. Nous sommes un continent de près de 600 millions d'habitants. Ce n'est pas vers nous que la plupart des gens qui bougent se déplacent. Seulement 37% des migrations se font des pays en développement, des pays plus pauvres que nous, vers les pays riches. Seulement 37%. Et l'Europe n'en a qu'une petite part par rapport au reste du monde. Et nous faisons une Europe de l'indifférence, une Europe qui se ferme à cela, à ce geste élémentaire d'accueillir. Une Europe qui se dit, phrase sinistre, non, on ne va pas séparer les enfants des parents. Et donc on va nier les droits des enfance. Donc on va mettre des enfants dans des centres fermés. Et donc on va augmenter la durée de ces centres fermés. Et donc on va priver de liberté des gens parce qu'ils n'ont exercé que ce droit fondamental de se déplacer, qui nous a fait, encore une fois, ce que nous sommes, et tous, dans nos histoires familiales, nous pouvons en témoigner. Nous en sommes issus pour certains, ou nous nous sommes déplacés pour d'autres. Et non seulement nous mettons en cause ces droits fondamentaux, les droits de l'enfance. L'enfance a des droits. Elle a le droit à la santé, elle a le droit à l'école, elle a le droit à un toit, et pas à être enfermée parce qu'elle a accompagné, ou parfois en mineur isolé, voulu elle-même bouger. Et nous continuons, nous disons, on va faire des pays sûrs, on va les mettre dans des centres fermés, et ils vont aller dans des pays sûrs. Pays sûrs, la Libye. Pays totalement déchiré par notre faute, l'intervention de 2011, qui a précipité la chute d'un régime qui, fût-il dictatorial, avait une stabilité dans ce pays-là, et qui a été faite, cette intervention, sur un mensonge, comme l'intervention en Irak après 2001. C'est aujourd'hui documenté par un rapport parlementaire britannique. On a prétexté d'une urgence humanitaire pour précipiter la chute d'un régime, et du coup disperser son arsenal, qui était le plus moderne d'Afrique, et qui est aujourd'hui entre les mains des djihadistes que nous prétendons combattre dans le Sahel. Nous créons des désordres que nous prétendons ensuite résoudre. Et évidemment que ces mouvements de population ne vont pas s'arrêter. Et évidemment qu'ils seront les mouvements non pas de la misère du monde, mais de la jeunesse du monde. Cette jeunesse africaine, elle est elle-même de plus en plus connectée. Ces pays sont en voie de développement, et nous avons connu ça dans nos campagnes. Eh bien, quand il y a un début de développement, la jeunesse, elle n'a plus envie d'être fixée au village, elle a envie de connaître le monde, elle a envie de découvrir d'autres horizons, elle a envie de savoir, d'apprendre.
cette envie qui est aussi la nôtre. Et donc, que faisons-nous face à cela? Avons-nous la hauteur de regarder cette réalité en face et de dire qu'il faut combattre les peurs, combattre les fantasmes, combattre les opinions, des préjugés et rester sur ce terrain de la réalité que diffuse pédagogiquement l'ensemble de ceux qui sont engagés sur ce terrain, contre des politiques qui, par démagogie, par court-termisme, face à leur électorat, flattent ces peurs, au lieu d'avoir cette hauteur. Un peuple qui en opprime un autre, disions-nous dans le passé, ne saurait être libre. Ce qui se joue dans cette épreuve morale des migrants est du même ordre. De même, aujourd'hui, un peuple qui ne sera pas au rendez-vous des solidarités élémentaires avec l'étranger qui cherche asile, eh bien, il ne saura plus demain défendre ses solidarités pour lui-même. Au-delà des mesures concrètes de cette Europe qui se ferme et qui, du coup, renie ce pourquoi elle s'est créée, à l'ombre de la catastrophe totalitaire, celle qui a créé des gens parias, des gens apatrides, des gens réfugiés, des gens déplacés. C'est au nom de cela qu'on a fait l'Europe politique. Et aujourd'hui, alors que le monde frappe à notre porte, le monde qui est venu nous aider quand c'était la catastrophe ici même, qui nous a sauvés quand c'était la catastrophe ici même, eh bien nous, ces gens qui fuient l'enfer syrien, ces gens qui fuient ce que l'on se glorifie de combattre dans les grandes conférences climatiques, eh bien non, nous nous fermons. Et nous faisons quoi? Au-delà de ces mesures qui font régresser des droits fondamentaux, encore une fois, le droit de se déplacer, le droit de vivre librement dans le pays de son choix, le choix d'être finalement simplement égaux à d'autres, de ne pas être assignés à résidence. Eh bien, c'est une pédagogie du chacun pour soi, de l'égoïsme, de l'apathie, de l'insensibilité. C'est un renoncement essentiel qui entraîne une abdication générale. Je voudrais terminer en vous confiant une citation. On oublie souvent cette phrase, cette citation intégrale plutôt, et on se souvient au fond seulement du roman qui a pris un bout de cette citation comme titre. C'est un roman d'Hemingway sur la guerre d'Espagne, pour qui sonne le glas. Justement, une guerre, des déplacés, la retirada, des réfugiés, des gens qui frappent à notre porte, qui n'ont pas d'autre choix. Pour qui sonne le glas est tiré d'un texte de 1624, d'un grand humaniste britannique qui s'appelait John Donne. Ce texte, en anglais, commence par cette phrase « No man is an island ». Aucun homme est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue, parce que j'appartiens au genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. C'est pour toi qu'il sonne. Aucun peuple n'est une île. Et si nous nous laissons aller au délire des opinions et non pas à la rationalité du savoir, et si, accompagnant ce délire des opinions, nous continuons à être insensibles, indifférents à tous ceux qui viennent vers nous du lointain, eh bien, nous allons nous oublier entre prochains. Pour qui sonne le glas? Aucun peuple n'est une île. Pour qui sonne le glas? Il sonnera pour nous dans ce cas-là. Merci.